Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, quel bonheur aujourd'hui d'être avec Cathy Clara Ayache. Bonjour Cathy. Bonjour Alors, Monique. Cathy, j'adorais t'écouter à la radio et maintenant, tu vas prendre une autre casquette. Tu vas te présenter en tant que Tohénette rabbinite et médiatrice familiale. Je dois dire que pour les francophones, tu deviens une sorte de vedette car tu as dénoué pas mal de problèmes, des problèmes de Guettim. Et nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Présente-toi sur ta nouvelle casquette, Cathy. Oui, c'est en fait une nouvelle vieille casquette, parce que ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans ce domaine-là, même presque 20 ans. Je suis dans ce domaine-là. En effet, j'étais journaliste pendant très très longtemps et un jour, vraiment par hasard, ok, je devais faire un reportage pour une télévision canadienne sur les nouveaux, canadienne pour les nouveaux métiers des femmes. Ok, c'était une série et donc j'ai été dans une école d'un institut de haute étude rabbinique où on enseignait justement des femmes pour devenir plusieurs métiers dans le domaine religieux, mais notamment Tohénette rabbinique qui est avocate rabbinique. Et je suis restée là-bas une journée pour filmer tout simplement, mais je suis tombée amoureuse de ça. Et j'ai dit, bon, moi aussi, je veux faire une pause dans mon métier de journaliste et je veux étudier pour le plaisir de l'étude. Jamais j'aurais pensé que j'allais travailler, mais comme c'était des études coraniques et pour une femme religieuse, c'était véritablement une opportunité d'étudier dans un monde orthodoxe coranique de très haut niveau. Et donc, j'ai étudié pendant 4 ans sans penser que j'allais travailler là-dedans. Mais au bout de 4 ans, quelques mois après la fin de mes études, après la fin des examens, qui sont des examens coraniques et juridiques très, très compliqués, au bout de ça, par hasard, un jour, une femme qui m'avait entendu dans une conférence m'a appelé un jour à 11 heures du soir en me disant, mon mari est en Israël, j'ai pas mon guet depuis 10 ans, aidez-moi, aidez-moi. On a réussi à l'aider. En fait, en quelques jours, elle a eu son guet qu'elle attendait depuis longtemps. Et à partir de ce moment-là, je suis rentrée vraiment dans ce domaine de Tohénette rabbinique, c'est-à-dire avocate rabbinique, qui défend donc des femmes, également des hommes. Enfin, en général, ce sont des femmes devant les tribunaux rabbiniques israéliens. C'est important de souligner également, Monique, que c'était un métier qui était interdit aux femmes il y a à peu près une trentaine d'années et qu'il y a eu un appel devant la Cour suprême. Et avant que cela arrive devant la Cour suprême, c'est le rabbin Ovadia Yosef et le rabbin Mordechai Eliyahu, qui étaient alors les grands rabbins d'Israël, qui sont intervenus et qui ont dit, il n'y a aucun problème si ces femmes arrivent à faire des études et des examens comparables aux hommes, aux avocats rabbiniques, eh ben, elles ont le droit également de rentrer dans les tribunaux rabbiniques. Ça a été véritablement une révolution, évidemment, vous pouvez vous imaginer. Et étant donné que ces deux grands rabbins, ces deux sommités ont donné leur feu vert, ça a ouvert, si vous voulez, les portes à ce monde-là, à ce métier-là ouvert aux femmes d'avocates rabbiniques. Voilà. Alors, je dois dire, Cathy, que ce qui est très agréable à t'entendre parler et à t'entendre relater, puisque tu es passé et qu'on a l'habitude maintenant de t'entendre sur certains médias, ta devise est de tout mettre en œuvre pour permettre avant tout le shalom Bayit et si le couple doit arriver au divorce, le divorce dans la paix. Exactement. Et ça, si vous voulez, je pense que j'ai envie de dire que c'est presque la nouvelle génération des avocats. J'imagine dans d'autres pays, mais en tout cas, c'est sûr en Israël et c'est sûr dans le monde des Tohénètes rabbiniques, des avocats rabbiniques. La première approche est le shalom bayit. Ok. Quand il y a une femme qui vient avec une histoire souvent dramatique, j'essaie toujours d'abord, souvent pendant des heures, de comprendre s'il y a une chance peut-être de sauver le couple. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs cas, hein, plusieurs dizaines de cas où on a réussi à aller en direction d'un shalom bayit. C'est pas toujours facile, c'est souvent très au contraire très compliqué. Mais quand on voit qu'il y a une possibilité qu'en fait la crise n'est pas profonde, alors oui, en direction d'un shalom bayit. Et comme vous l'avez dit, quand il n'y a pas de choix, on essaie de convaincre le couple, l'homme et la femme, d'aller en direction d'un divorce à l'amiable, ce qu'on dit en français, un divorce à l'amiable. Et ça, c'est véritablement en Israël depuis quelques années, c'est même rentré dans la loi où il y a une médiation obligatoire pour empêcher justement les couples de se jeter tout de suite dans une assignation en divorce et de dire pendant des mois et des mois, si ce n'est des années, du mal l'un de l'autre, d'arriver à comprendre qu'en fin de compte, on a le droit de divorcer puisque c'est quelque chose qui est extraordinaire, hein. C'est intégré même dans le judaïsme, il faut se rappeler.
à l'intérieur même d'ailleurs de la cérémonie du mariage, la ketouba, c'est bien, qu'est-ce que c'est la ketouba? Ça parle de la fin du mariage. Et donc, il y a la possibilité de faire une erreur et il y a la possibilité de divorcer. Mais c'est pas pour ça qu'on doit se bagarrer et qu'on doit s'entretuer. Et donc, on essaie véritablement de convaincre d'aller en direction d'un divorce à l'amiable. C'est pas toujours possible, évidemment. Alors justement, bien que tu œuvres avec tes consoeurs et tes confrères pour aller dans un accord à l'amiable, tu persistes à penser quand même, pas de concession. S'il doit y avoir divorce, il y aura divorce. Oui, je crois qu'il y a quand même des cas, si vous voulez, d'abord, encore une fois, bien qu'on c'est toujours de trop Shalom Bayit, il y a des cas qui ont changé au cours des périodes. Ok. Les raisons du divorce il y a 30 ans et il y a 100 ans, c'est pas aujourd'hui les raisons du divorce aujourd'hui. Si vous voulez, il y a des cas où véritablement la vie d'un couple, elle n'est pas possible. Ok. Malgré le drame que peut représenter un divorce, l'éclatement d'une famille, le problème des enfants, etc. C'est sûr qu'il y a des cas où c'est impossible. Je vous cite par exemple des cas où j'essaye même pas d'introduire un shalom bayit. Quand il y a des affaires, par exemple, de violence, on sait que les questions de violence, c'est quasiment impossible à régler, que c'est des choses qui reviendront toujours. Et même si vous dites, on voit dans tous les cas, une fois qu'il y a eu une violence, et une violence, c'est même pousser quelqu'un, ça c'est de la violence déjà. C'est quelque chose qui reste, il faut des traitements psychologiques, souvent psychiatriques, c'est tellement long que c'est très compliqué. Et donc, dans ce type de cas, à mon avis, il n'y a pas le choix. Et il ne faut pas amener une femme à rester. Et ça, je le dis de manière très claire parce que malheureusement, on a traité en Israël des dizaines de cas où souvent des autorités rabbiniques ou des conseillers conjugaux avaient tout fait pour qu'une femme qui souffrait de violence reste dans le couple et en fin de compte, elle a continué à souffrir de violence, enfant sur enfant évidemment, et après des drames humains, etc. Donc à mon avis, il y a des cas où il ne faut pas transiger, il faut absolument divorcer. Et je crois que des gens comme nous, des spécialistes justement de ces domaines-là, savent comprendre lorsqu'ils voient l'homme et la femme, ou la femme toute seule, ou l'homme tout seul, ils savent comprendre, ils savent analyser la situation et dire, il y a une chance, et dire, non, il n'y a pas de chance, allons-y, il faut une séparation, et en essayant de faire une séparation dans le chagrin. Et quand vous intervenez, est-ce que vous êtes plusieurs à intervenir, puisque le principe même dans le judaïsme est de ne pas avoir un seul juge, mais qu'il y ait trois voix qui puissent être comparées? Alors nous, on n'est pas juge, hein. Il faut être Oui, clair au tout niveau à fait. halachique. Au niveau halachique, les femmes peuvent pas du tout être juges, elles peuvent être avocates, donc on est avocate. Donc c'est sûr qu'il y a trois juges en Israël, dans les tribunaux rabbiniques, dans le monde entier d'ailleurs, c'est comme ça, il y a trois juges pour prendre des décisions. Maintenant, au niveau, si vous voulez, d'avocates rabbiniques, nous, on travaille en pool, d'accord? C'est-à-dire qu'on est un groupe de Tohanot Rabbaniot. Dans notre cas, on a plus ou moins étudié dans la même période et on travaille ensemble. Pourquoi on travaille ensemble? Parce que en fait, moi je travaille surtout dans des cas très très complexes de divorce, ok, des choses très très compliquées et notamment des problèmes dont on en parlera certainement de refus de guet, etc. Et donc, si vous voulez, il faut plusieurs voix à écouter l'histoire, parce que souvent, lorsque vous écoutez une histoire, vous allez comprendre l'histoire d'une certaine manière et une autre avocate va pouvoir peut-être voir quelque chose de Tout à différent. fait. Donc nous, si vous voulez, la personne qu'on a en face de nous, elle a un vis-à-vis, disons que c'est moi, d'accord, mais si vous voulez, en arrière, nous, on travaille en pool, c'est-à-dire qu'on se réunit tous les jours, sur tous les cas, on discute, etc. Et je pense que c'est très important, cette méthode de travail, parce que il faut un regard qui soit pluriel, un regard qui soit complexe sur une situation qui est complexe de définition. Et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler en pool, si vous voulez, en coordination avec des avocates rabbiniques, mais également avec des avocates qui ne sont pas des avocates rabbiniques ou des spécialistes, par exemple, en patrimoine, en héritage, toutes ces histoires, etc. Un divorce, ça touche à énormément de choses pour justement essayer de donner la solution la meilleure à la personne qui vient vers nous. Alors, Cathy, une question qui est importante. On parle dans un divorce, il y a une aliénation parentale dont la victime première est l'enfant. Est-ce que vous faites appel également à des spécialistes, des psychothérapeutes pour écouter l'enfant? Quel est votre regard en tant qu'avocate sur le devenir de l'enfant? Écoutez, d'abord, vous soulevez un des sujets qui est, à mon avis, avec le problème de refus du guet, ok, le problème de l'aliénation parentale, c'est le sujet
aujourd'hui le plus dramatique dans les divorces parce que ça s'est énormément développé, malheureusement, ces dernières années. C'est pas seulement en Israël, hein. On voit la même chose aux États-Unis, on voit la même chose en Tout France, à etc. fait. Il y a énormément de cas d'études, il y a énormément de problèmes d'aliénation parentale. Il faut dire qu'est-ce que c'est l'aliénation parentale? Ça veut dire qu'il y a un couple qui divorce et au lieu que l'enfant continue ou les enfants continuent à être éduqués par les deux parents, parce qu'un enfant, il doit avoir un père et une mère, il doit avoir les deux parents à responsabilité égale, même si les droits de garde ne sont pas totalement égaux, au moins la responsabilité doit être égale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un des parents, pour des raisons quelles qu'elles soient, quelquefois il y a des raisons qui sont justifiées, mais souvent c'est sans vraiment raison, il y a, si vous voulez, une tentative d'un des parents de monter les enfants contre un autre parent, contre l'autre parent. Alors, plus l'enfant est jeune, plus c'est compliqué. C'est-à-dire que là, il y a une tranche d'âge où c'est très compliqué. La tranche d'âge de, disons, un enfant qui commence à comprendre, disons, à 4 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, quelque chose comme ça, ce sont des âges où on peut manipuler malheureusement un enfant. Pas quand il est bébé, mais pas quand il est très grand. Mais à cet âge-là, si vous voulez, il y a une capacité d'un des parents à pouvoir manipuler un enfant. Et en fait, compte, on arrive jusqu'à une situation, ce qu'on appelle sarvanut kesher, c'est-à-dire un refus véritablement de l'enfant d'être en contact avec l'autre parent. Et souvent, c'est véritablement sans raison. C'est la haine d'un des parents contre l'autre parent qui amène cette situation. Et donc, si vous voulez, nous, on s'est vraiment spécialisé dans ça. On a énormément de dossiers dans les domaines d'aliénation parentale. D'abord, idéologiquement, je peux vous dire que moi, je suis rentrée dans ce domaine idéologiquement parce que je me suis dit, de la même manière qu'il y a des choses qui sont inacceptables, comme l'histoire du refus de guette, c'est inacceptable qu'un enfant, il n'ait pas le droit à son père et à sa mère. C'est quelque chose qui est j'ai envie de dire un crime en fait, parce qu'un enfant, il aura des liaisons, des lésions toute sa vie sur une histoire comme ça, que ce soit un petit garçon ou une petite fille. C'est des choses, et on le voit d'ailleurs, il y a énormément d'études. Et donc, on s'est vraiment spécialisé dans cette histoire. Et je crois qu'il faut dire, d'abord, ce sont des combats qui sont très, très compliqués et très longs. Donc, il faut avoir beaucoup de sang-froid pour mener ce combat-là de la part d'un des deux parents, du parent qui est victime de ça. Et si vous voulez, il ne sait pas à l'avance qu'il faudra mener un combat très, très long et très dur, ça, c'est compliqué. Il faut d'abord que le parent accepte de mener ce combat très dur. Maintenant, il faut dire deux choses. En effet, on ne mène pas ce combat seul. On est entouré de spécialistes. En Israël, il y a des spécialistes maintenant de l'aliénation parentale, des gens ce qu'on appelle qui sont à la fois juridico-médico-psychologiques, c'est-à-dire qui connaissent également le droit, qui connaissent également la psychologie, la psychiatrie et qui peuvent justement accompagner ce type de résolution de problème. Il faut aussi dire, et c'est très important, qu'en Israël, je crois également en France, il y a des lois qui sont rentrées aussi bien au tribunal rabbinique qu'au tribunal civil pour justement lutter contre ce phénomène. Mais encore une fois, c'est très, très, très compliqué, très douloureux et surtout très, très long. Alors, Cathy, on va attaquer maintenant le gros dossier du refus du guet. Je sais que la chronique a défrayé, il y a eu 2 cas, je parle du milieu francophone, et qui ont été montés un peu en épingle et qui ont beaucoup aidé, je crois, et c'est des jeunes femmes, grâce à vous et à vos confrères et consoeurs, ont obtenu leur guet. Il est important de parler de ce refus et d'essayer de comprendre comment faire pour lutter contre. Moi, personnellement, je préconise le fait qu'il y ait toujours un codicille à rajouter à la ketouba. Mais vous, Monique, vous êtes très en avance, si vous Mais voulez ça. d'accord, Il y a Cathy, un tu es d'accord avec problème, moi? je vais vous dire, il y a D'abord, il faut savoir que ça s'est fait dans le passé, on appelle ça les tnaïm, enfin, il y a toutes sortes Tout de à choses, ça fait. s'est fait dans le passé, mais, ok. Il faut dire deux choses sur ça. D'abord, il y a aujourd'hui dans le monde orthodoxe, puisqu'on se situe évidemment dans un monde orthodoxe, ce n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que faire ça, qui existe à l'ariquement, du point de vue alarique, c'est possible, mais il faut que ça soit fait du point de vue très strictement alarique. Et aujourd'hui, si vous voulez, il faut qu'il y ait des sommités rabbiniques qui prennent la responsabilité de ça. Et moi, je suis d'accord qu'il faut aller dans cette direction, mais il faut que ça vienne, si vous voulez, de personnes d'autorité rabbinique, j'ai envie de dire aux épaules larges, qui prennent de telles décisions, qui sont courageuses. Et malheureusement, si vous voulez, ce qu'on a vu, j'ai cité tout à l'heure le rabbin Ovadia Yosef, qui avait pris véritablement des décisions très courageuses. Il faut se rappeler que c'est lui qui avait réussi à sauver des dizaines et dizaines de femmes qui seraient restées à Gounod à vie après la guerre de Kippour. Et c'est lui qui les a sauvées parce que on ne savait pas où était leur mari.
Les maris avaient disparu, on ne savait pas. Et elles auraient pu rester vraiment des jeunes femmes hein, qui avaient 20 ans, 22 ans, jusqu'à la fin de leur vie, euh, sans rien, enfin, ni mariées, ni divorcées, ni veuves. C'est lui qui a pris le courage de les libérer. Et je crois qu'il manque aujourd'hui, si vous voulez, je ne parle pas à l'échelle française ou israélienne, à l'échelle du judaïsme mondial, Oui. si vous voulez, on n'a pas aujourd'hui, enfin, on ne voit pas aujourd'hui, si vous voulez, des Il comités manque une rabbiniques, carrure, une des prestance carrures de ce qui ont niveau. assez d'autorité, si vous voulez, pour imposer leur voix, d'accord? Et c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des autorités rabbiniques qui soient assez reconnues, assez fortes, etc., du type du rabbin Ovadia Yosef, mais il y a eu également d'autres grandes autorités rabbiniques qui l'ont fait également au cours des siècles. Hein. Ça a toujours été, ce n'est pas nouveau comme dilemme, le dilemme de la femme et du refus de guette, et qui prennent des décisions courageuses. Et dans ce type de décision courageuse, il y a les histoires de d'accord avant le mariage, il y a les histoires d'ethnaïm, il y a les histoires d'introduire à la ketouba. Il y a énormément de choses que l'on peut faire. Et il faudrait véritablement, je crois que c'est un défi du monde juif des années à venir, qu'il y ait en effet des solutions avant même qu'il y ait un refus de guette pour empêcher d'arriver à des situations de refus de guette. Je voudrais te rappeler, Cathy, je te l'avais dit hors antenne il y a quelques années, pour moi, la paix viendra des femmes. Oui, oui, c'est d'ailleurs, vous savez, quelque chose que l'on dit beaucoup d'ailleurs dans le judaïsme. Là, on se trouve dans une période de la lecture de Torah où c'est vraiment le monde des femmes, hein, de Rachel, de Rivka, et Rachel et Rivka, Léa, bien etc. sûr. Et on voit toujours que c'est véritablement les femmes qui ont mené toute l'histoire juive, en tout cas à cette période du livre de Bereshit. Donc, je suis d'accord avec vous. Quelle carrure. Alors, le refus du guet. Parlons de la protection de la femme, parce que les femmes qui arrivent sont dans une situation très dépréciée. Elles sont souvent d'ailleurs dépressives elles-mêmes parce qu'elles ont déjà entamé des procédures qui n'ont pas abouti, d'accord? Et je fais référence justement à ces deux jeunes femmes qui ont été libérées il n'y a pas très longtemps. Comment vous les aidez sur le plan financier? Parce qu'elles se retrouvent complètement démunies. Oui, alors je vais vous dire d'abord, la réponse que je vous donne, je vous la donne évidemment du point de vue israélien. D'accord? Une femme qui a un refus de guette, elle rentre dans une catégorie particulière, ok, où il n'est pas question, si vous voulez, qu'une femme qui n'ait pas de moyens financiers n'ait pas son guette. C'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent qu'elle n'aura pas son guette, ras là, ça certainement pas. Et c'est pour ça, si vous voulez, que toute l'activité que l'on mène, que je mène et que d'autres mènent, que mon équipe mène, disons, je parle pas des divorces classiques, hein, je parle vraiment quand il y a un refus de guette pour des femmes du monde entier ou des femmes israéliennes ou des femmes du monde entier et qu'il y a une difficulté financière, il y a des associations, il y a une association américaine, ok, qui nous assiste dans ce type de situation. Et lorsqu'une femme arrive et que elle a des problèmes financiers, alors elle est soutenue, ça dépend de sa situation, mais elle peut être soutenue au total, ou alors totalement, y compris son voyage en Israël, y compris des aides toutes sortes, ou en tout cas partiellement. C'est important tout de même de souligner qu'on essaye véritablement, et à chaque fois je dis que on compte également sur l'honnêteté, si vous voulez, des femmes qui s'adressent à nous, parce que vous imaginez, on traite des centaines de cas chaque année du monde entier. C'est ça à peu près ce dont il faut savoir de quoi on parle. Hein. C'est des Oui. centaines de cas chaque année. Et donc, c'est sûr qu'on ne peut pas s'occuper gratuitement de centaines de cas parce que tout ce système, ça demande énormément, si vous voulez, de moyens. C'est pas seulement les honoraires des avocats. D'abord, c'est toute une équipe d'avocats. Il n'y a pas seulement un avocat. Il y a également tout le système, si vous voulez, autour, le soutien. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et donc, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'on demande quand même un certain nombre de preuves qu'il y a véritablement un problème financier. D'accord? L'engagement des parents qui peuvent pas aider, les revenus sociaux, etc. Et quand l'association, tous ces documents, si vous voulez, sont transmis à l'association, et lorsque l'association voit véritablement qu'il y a un problème financier, alors à ce moment-là, on donne un soutien. Mais même quand il n'y a pas un soutien, même quand une femme n'a pas de difficulté financière, lorsqu'il y a une femme qui a un problème de dette, ok, que ce soit en Israël ou dans le monde entier, on ne prend pas du tout des honoraires qui sont des honoraires de divorce normaux, ok. Il y a un prix fixe qui a été fixé par les associations de femmes, justement, si vous voulez, pour dire, bon, c'est sûr que il y a un coût, il y a des gens qui travaillent, etc., mais qu'on essaie véritablement qu'une femme, elle puisse avoir son dette sans se heurter, si vous voulez, à des difficultés financières insurmontables.
Et je pense que la plus grande des aides que vous apportez, c'est qu'elles se sentent épaulées psychologiquement. Elles ne sont plus dans le désert psychologique, elles se sentent entourées et, insistons, écoutées. Je suis absolument d'accord. Il Et n'a ça, pas été le cas pendant très longtemps. et je suis d'accord. Et je vais vous dire, si, à mon avis, il y a eu véritablement une révolution dans le fait qu'il y a eu des avocates rabbiniques qui sont rentrées dans les tribunaux rabbiniques, c'est que pour la première fois, une femme peut parler avec une autre femme. Et lorsqu'on parle de divorce, on parle souvent de situations intimes, on parle souvent de problèmes qu'une femme n'osait peut-être pas raconter à un homme, ou en tout cas difficilement raconter. Et si vous voulez, nous, si je dis que c'était vraiment notre premier rôle avant d'être un rôle juridique, et en effet d'écouter l'histoire, d'accompagner l'histoire, parce que c'est, si vous voulez, la clé du succès. J'ai souvent l'habitude de dire aux femmes qui viennent vers moi, je leur dis, vous savez, la meilleure avocate, c'est vous. C'est pas moi. La meilleure avocate, c'est vous. Et je peux vous le dire, Monique, dans toutes les histoires que j'ai, et des histoires dramatiques, hein, que j'ai menées, des histoires de Sûrement. refus de guet pendant des années, vous savez, c'est souvent la capacité d'une femme à dire je veux, ok, je veux obtenir quelque chose, sa capacité de lutter, et c'est ça qu'il a, c'est pas toujours, ça suffit pas toujours, ok, mais si vous voulez, j'ai l'impression, j'ai presque envie de dire que c'est l'essentiel pour qu'une femme arrive à mener ce combat, parce que c'est pas facile un combat de refus de guet. Il y a des, on a traité des histoires de femmes qui pendant des années, même en France, même en Belgique, en Suisse, etc. Je vous parle du monde francophone, mais évidemment aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. On a des femmes quelquefois qui pendant des années ont vécu dans des communautés où tout le monde savait qu'elle n'avait pas son guet. Le mari quelquefois avait une autre femme, souvent avait même des enfants. Mais elle, elle était comme ça, comme on dit dans le livre de Shmuel, une veuve éternelle et sans être veuve. Enfin, ce qu'on appelle Almanachaya dans le domaine. Almanachaya, une veuve vivante, en Almanachaya. fait. Oui, une veuve qui était et, euh, et en fin de compte, elle a vécu dans une situation où elle perdait les repères, en fait. Et tout d'un coup, si vous voulez, il y a des femmes qui entrent en jeu et qui sont écoutées. Et d'ailleurs, une de ce que l'on dit dans tous les tribunaux, on a eu des réunions, notamment avec les tribunaux américains, ces dernières années. Et ce qu'on dit, c'est que dans les tribunaux rabbiniques, ça on l'a dit aux États-Unis, mais je pense que c'est valable partout, il faut qu'il y ait des femmes, ok? Même s'il n'y a pas des avocates rabbiniques, parce qu'il n'y a pas des avocates rabbiniques dans tous les pays, il faut absolument qu'il y ait des femmes qui soient à côté de femmes. Une femme n'a pas à être seule devant des rabbins. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une C'est femme à vrai. ses côtés. Et d'ailleurs, beaucoup de gros tribunaux rabbiniques à New York, également en Floride, également à Los Angeles, etc., ont introduit cette idée justement qu'il y ait des femmes qui sont pas toujours avocates rabbiniques, mais des femmes qui comprennent, des médiatrices, etc., et qui font que la femme n'est pas seule. Et ça, c'est à mon avis très, très important. Alors, Cathy, je ne vais pas te lâcher avant une dernière question, bien que Zoom nous rappelle à l'ordre. Comment se présente le mari? Est-ce qu'ils sont prêts à parler devant ces femmes avocates? Et comment imposer le Chiyuv Haget? Comment leur imposer ceci? Mais comment surtout vous les écoutez eux? Voilà, vous me posez beaucoup de questions à la fois, Monique, compliquées, mais je vais essayer de répondre par des points comme ça. D'abord, au niveau, quand on parlait des hommes, je veux dire d'abord au niveau des bed-din. Ok, vous savez, un tribunal rabbinique, lorsqu'il voit que dans un dossier, il y a une tohénette rabbinique, une avocate rabbinique, ah, vous voyez tout de suite que le rapport change. On dit, ah, ça c'est une histoire sérieuse. Il y a quelqu'un là qui connaît pas seulement juridiquement, ça c'est clair, qui connaît pas seulement halakhiquement, mais qui connaît également émotionnellement, psychologiquement, etc. Et en général, si vous voulez, ce que je peux vous dire, en tout cas de mon expérience personnelle, hein, j'ai eu toujours des rapports, il y a beaucoup de respect, okay, des tribunaux rabbiniques par rapport à une toilette rabbinique, des juges rabbiniques. Par rapport, nous, on a un dialogue qui est un dialogue permanent et si on est arrivé à faire passer des lois très importantes à la Knesset ces dernières années, Oui, mais Cathy, le son n'est pas très bon. Mais du côté du plaignant, du côté du mari réfractaire, du côté quelle du est son mari. attitude? Alors, au côté du mari, ok, le côté du mari, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un guet qu'on a eu avec beaucoup de difficultés après 3 mois de bataille, etc. Et le jour du guet, une fois qu'il y a eu en fin de compte le guet, tout d'un coup, je vois le mari, ok, revenir vers moi alors que j'étais déjà dans un bureau, etc. Et me dire, je vous remercie. Et alors après des mois qu'on s'était battus, il m'a dit, vous savez quoi, je vous remercie parce que vous m'avez permis en fin de compte d'échapper à une situation où je m'étais moi-même enfermée. D'accord?
Et moi, ce que je Bravo. veux dire, c'est que je n'accuse pas. C'est vrai que les maris ont une énorme responsabilité. C'est eux qui refusent de donner le guet. Mais j'ai l'habitude de dire que les maris, ils sont également les victimes d'un système. Ils sont les victimes d'une situation où pendant des siècles, et en tout cas surtout à l'époque moderne, depuis des dizaines et des dizaines d'années dans les communautés modernes, c'est pas seulement, c'est pas la France, hein, c'est toutes les communautés juives du Tout monde à entier, fait. on a dit le guet, ça doit s'acheter. Le guet, ça doit se monnayer. C'est-à-dire que le guet, utiliser le guet pour faire pression. Et il n'y a pas eu, si vous voulez, assez de pression publique pour dire, mais c'est vrai que dans la Torah, il y a écrit dans le livre de Varim qu'il faut donner le guet, que l'homme doit donner le guet de sa propre volonté, mais nulle part il y a écrit que le guet doit se monnayer, le guet il doit se donner immédiatement quand il n'y a plus de chance de Shalom Bayit. Il y a un Dayan de Tel Aviv qui disait lorsqu'il n'y a pas de chance de Shalom Bayit, mais hier tu dois donner le guet, immédiatement tu dois donner le guet. Il ne faut pas attendre ni le divorce civil, ni les problèmes, etc. Immédiatement. Et à mon avis, si vous voulez, je pense que si on peut conclure comme ça, s'il y a une solution à ce problème de guet, c'est vrai que c'est un problème complexe, il y a beaucoup de choses, mais une des directions, parce qu'en Israël, il y a beaucoup, beaucoup moins de problèmes que ce qui se passe en diaspora. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mobilisation de l'opinion publique, des médias, Tout à fait. comme par exemple l'émission que vous faites aujourd'hui. Il y a véritablement, il n'y a pas un jour où il n'y a pas des histoires de guettes qui sont véhiculées dans les médias israéliens. Et aujourd'hui, si vous voulez, ne pas donner son guet, c'est être out en Israël. Et il faut que ça soit comme ça également dans l'ensemble du monde juif, qu'un homme qui ne donne pas le guet, ok, il soit mis hors communauté, il soit pointé du doigt. Et c'est seulement comme ça que, au bout du compte, pour les prochaines générations, on se retrouvera plus devant des situations tellement dramatiques humainement que l'on vit actuellement avec ces femmes. Bravo, Cathy. Et je souhaite longue vie à toute l'action que tu mènes avec tes consoeurs. Je dis surtout, vraiment, aidons ces femmes. Et ce que l'on fait aujourd'hui, comme tu l'as rappelé, car cette émission va passer en France et dans les réseaux sociaux, mais va passer aussi en Israël, il est extrêmement important car il y a des drames humains qui ne se révèlent pas encore, mais dont tu entendras parler dans très peu de temps en Israël, dans les communautés francophones. Très bien, Hein? on est prêt à aider. On est là Cathy, pour je ne aider. pourrais pas terminer sans mettre en fin d'émission les voix des deux jeunes femmes que tu as récemment aidées, deux jeunes femmes francophones dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Je veux parler de Liora et de Léa et nous allons terminer avec ce fond sonore de Liora et Léa. Merci Cathy. Juste une précision, j'ai Oui. représenté en effet Liora Chetrit, je l'ai représenté, mais je n'ai pas représenté Léa. Je suis au courant de le gramme de Léa, mais je n'ai pas représenté. J'ai Bon, bah, représenté si tu me Liora permets, on le Chetrit. mettra aussi pour ne pas laisser une seule voix. Le guet, c'est l'acte de divorce religieux qui doit être donné par le mari à sa femme et qui va lui permettre de pouvoir être libre et de se remarier avec tout homme. Moi, j'ai été séparée de corps de mon mari au mois de mai 2021. En juillet 2021, donc 3 mois après, j'ai décidé d'entamer des démarches de divorce religieux parce que je considérais qu'il était temps que je puisse envisager de refaire ma vie. J'ai dû contacter les services religieux donc du consistoire en France. Le problème, c'est que j'ai été confrontée au refus de mon mari d'avancer sur cette procédure de divorce religieux. Je suis tout juste divorcée. Je me suis mariée en août 2020. Et après quelques mois de mariage, j'ai décidé de mettre un terme à mon mariage. Le divorce religieux a pris beaucoup de temps, plus qu'un an et 4 mois. Pour plein de raisons différentes. Je sais qu'autour de moi, il disait je ne veux pas lui donner son divorce religieux parce que je voudrais avoir un accord favorable dans le divorce civil, je ne veux pas qu'elle me fasse du chantage ou de la pression, ça me permet de garder un peu de pouvoir sur elle, etc. Donc c'est vrai que j'ai dû renoncer d'ailleurs pour que ça aille plus vite, notamment sur la partie pension alimentaire, indemnité compensatrice, j'ai vraiment pris le minimum légal et donc on a quelque part pas le choix que de se plier à leur demande. Les hommes s'en servent aussi pour obtenir de l'argent. Parfois, les femmes se retrouvent à devoir acheter leur divorce religieux. Mon ex-mari faisait tout son possible pour ne pas qu'on aille vers la résolution de ce conflit, mais aussi parce que le tribunal rabbinique de Paris ne m'a pas facilité la tâche. Donc j'ai eu énormément de mal à avancer avec eux, il y avait une opacité totale sur les allers-retours, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir les contacter, j'avais très peu de retours par mail. Ça a été utilisé complètement comme un moyen de pression, un moyen de chantage par mon ex-mari. Et je pense que j'ai renoncé à ma liberté pendant un an et demi. J'ai été insultée, d'ailleurs, faut dire ce qu'il est, on m'a traitée d'arrogante
à plusieurs reprises, encore une fois dans cette logique d'impartialité, est arrogante, celle qui a priori n'irait pas dans le sens de ce tribunal. Et donc je me suis battue pour ma liberté, je me suis battue parce que je pensais que ce que je faisais était juste et que je n'avais pas à subir des pressions une pression assez insoutenable de ces personnes-là. Moi, je trouve ça vraiment inadmissible qu'on soit encore en 2022 et qu'on soit encore là à essayer de trouver des solutions pour obtenir un droit qui est légitime, notre droit de divorcer. Il faut que le divorce religieux ne soit plus donné que par la propre volonté de l'homme. Il faut que la femme puisse autant être entendue qu'il y ait une vraie situation d'égalité, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Merci Cathy, Merci Ayache. à toi Monique. Merci Et à à toi, très bientôt pour une prochaine émission parce qu'on va pouvoir approfondir et on demandera et on insistera pour qu'il y ait un codicile de rajouter en bas de toute Ketouba signée. Très bien. On Cathy, ouvre le combat. On ouvre Kadima. Merci Cathy. Shalom, shalom. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.